Quand tu sais la fragilité des ados, des adolescents dans les écoles secondaires, il y a cette nécessité de sentir qu'on fait partie d'un groupe, d'une gang, un groupe d'appartenance, et ces groupes d'appartenance-là sont liés à ton identification via un logo ou un autre. C'est les compagnies qui réussissent à convaincre les jeunes de posséder telle marque ou telle marque ou telle marque. Ça serait certainement intéressant de faire un projet avec des jeunes pour mieux comprendre comment ça se passe dans les sweatshops. On utilise ce mot-là, c'est le mot qu'ils connaissent, mais on utilise aussi le mot maquila ou maquiladora. Leur montrer dans quelles conditions leurs vêtements qui coûtent si cher sont fabriqués parce que une maquila, par définition, ça va rejoindre beaucoup de femmes, des jeunes femmes qui travaillent dans des conditions très difficiles, qui sont peu qualifiées, puis dont on donne un salaire, à qui on donne un salaire très bas, puis qui ont beaucoup de difficultés à se syndiquer. Les pays font des concessions même législatives pour attirer ces compagnies-là. Ils bénéficient de conditions tout à fait favorables au plan fiscal, au plan des installations électriques, des communications, au plan de la main-d'œuvre. Une autre caractéristique, on peut plier le bagage en peu de temps. Hein? On construit tout simplement quelque chose en tôle, et si ça pousse trop dans les revendications, l'usine déménage, s'en va s'installer ailleurs. Donc, on est réduit au maximum, au minimum d'une certaine façon, dans les conditions de travail, pour au maximum d'exploitation. En ce moment, dans les écoles, les grandes marques dont on parle, là, c'est Tommy Hilfiger, Nike. Il y a Walt Disney, dont le nom circule beaucoup aussi, qui a une image corporative très, très douce et gentille, mais qui a des pratiques dans les compagnies dans le Sud qui sont connues des jeunes d'ici, en Haïti, entre autres, là, où est-ce que les conditions des jeunes travailleurs sont atroces. Pour le réseau de distribution, en complément de la connaissance des marques, c'est les magasins Walmart, Compagnie de la baie du Tuson. C'est quand même des magasins qui sont disséminés à travers le Canada puis l'ensemble de l'Amérique du Nord. Sears, parce qu'on a parlé des textiles, mais il y a aussi tout l'aspect de la production d'outils électroniques bas de gamme. On ne parle pas de boycotter des compagnies ou de boycotter telle ou telle compagnie. On parle plutôt de boycotter, c'est-à-dire d'acheter d'une façon responsable, de consommer d'une façon responsable en s'informant des conditions dans lesquelles les travailleurs de telle ou telle compagnie travaillent, de s'informer des pratiques face à l'environnement de telle ou telle compagnie. C'est ça qu'on dit quand on suggère d'acheter de telle ou telle compagnie. Le pouvoir, il est vraiment dans le camp du consommateur, parce que quand tu achètes un produit plutôt qu'un autre, tu encourages les pratiques de cette compagnie-là avec ses travailleurs-travailleuses, tu encourages les pratiques de cette compagnie-là face à son environnement. Donc le pouvoir, il est réellement dans le camp des consommateurs. Les possibilités d'intervention, c'est de faire connaître la situation. Juste, les compagnies sont tellement sensibles aujourd'hui je dirais, à l'image, à leur image éthique ou de bonne conduite. Jouer sur leur image en faisant circuler cette information-là, que tel vêtement, telle étiquette, appartient à un produit qui est produit dans des conditions difficiles. Au sein des organisations syndicales aussi, c'est l'autre façon de rejoindre les jeunes, soit les jeunes travailleurs ou par leurs parents qui participent à des séances d'information ou à des campagnes de solidarité. L'autre volet, c'est justement de développer un lien avec ces gens-là qui s'organisent, pas le faire à leur place, puis voir leurs besoins, puis les soutenir. Avec les moyens techniques nouveaux, j'ai l'impression qu'on a 10 fois plus de moyens, les organisations comme le Club 2 tiers ou des ONG ou des syndicats, pour s'informer rapidement puis appuyer rapidement une cause. Ce que nous demandons aux employeurs et particulièrement aux détaillants, parce qu'aujourd'hui, c'est les détaillants qui vraiment contrôlent le marché. Alors, ce que nous demandons aux détaillants, c'est de respecter les droits fondamentaux des travailleurs. Et parmi ces droits fondamentaux des travailleurs, c'est aussi le droit de s'adhérer en syndicat si ces travailleurs et travailleuses veulent se syndiquer.
L'Abeille, par exemple, le Gap, Sears, Tommy Hilfiger, toutes ces compagnies-là, que les usines qui sont utilisées pour faire de l'ouvrage respectent les normes minimales des différents pays et en même temps qui payent un salaire afin que les employés puissent au moins vivre avec. Pour faire une paire de souliers Nike qui font, je ne sais pas où, à Corée du Sud ou d'autres pays, le coût, c'est à peu près $1,50 à $2. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il y a des ateliers de misère seulement dans des pays du tiers-monde, mais on a aussi des ateliers de misère ici au Canada et aux États-Unis. Ici au Canada, c'est l'industrie du vêtement. Moi, je dirais que 80% des travailleurs sont des femmes. Pas sous les maçons, mais dans les villes comme Montréal, Toronto et puis Winnipeg, la grande majorité sont des immigrants. Au Québec, puis à l'Ontario et au Manitoba, nous avons déjà envoyé des résolutions à la fédération provinciale afin en demandant que les différents syndicats qui représentent des travailleurs et travailleuses qui utilisent des uniformes, on leur demande de négocier dans leur convention collective des clauses que ces uniformes-là sont premièrement faits au Canada, deuxièmement, que sont faites dans des usines où les travailleurs sont traités comme il faut. L'autre chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'accord de libre-échange avec les Amériques. Ils vont abolir les tarifs sur les vêtements qui viennent des pays sous-développés. Et ça, vraiment, ça va affecter l'industrie du vêtement parce qu'aujourd'hui, il y a des tarifs de presque 19%. Des taxes. C'est un tarif. Alors, ça décourage un peu les détaillants à faire des importations. Une autre chose que nous avons fait ici au Canada, c'est que nous avons demandé au gouvernement fédéral que les détaillants doivent divulguer où la marchandise était faite. En faisant ça, ça va donner au moins l'opportunité aux consommateurs de faire un choix. Je pense qu'il faut voir le commerce équitable comme un concept beaucoup plus large et voir notre rôle en général dans l'économie comme un acteur pour le commerce équitable, pas juste pour le café, le thé, le sucre, le chocolat, tout ça, mais le revoir vraiment dans tout ce qu'on achète. On peut commencer par déjà éviter les grandes chaînes, aller plutôt dans les petites entreprises indépendantes, acheter dans son quartier plutôt que de prendre une voiture et puis s'en aller en banlieue ou à l'autre bout du monde dans un grand stationnement pour aller acheter en grande quantité. On peut essayer de trouver des produits équitables, il y en a de plus en plus, des produits biologiques et il y a certaines entreprises aussi qui font de la réinsertion sociale qui l'indiquent. On dit toujours que l'économie mène le monde, que la politique répond seulement aux besoins économiques, mais nous, on sous-estime notre pouvoir dans l'économie pour essayer de la faire basculer et avoir une influence donc politique par le fait même. Chaque fois qu'on demande pour des produits équitables, chaque fois qu'on en parle à nos voisins, aux gens autour de nous, on contribue quelque part à ajouter une goutte d'eau dans le vase, si on veut, jusqu'à ce qu'il déborde un jour, puis qu'on espère qu'il y ait quelque chose de plus majeur qui se passe. Donc, ne pas hésiter à le demander individuellement, mais collectivement aussi, on a un gros pouvoir. Les gens qui sont organisés en syndicats, ils ont un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus grand. Une usine où il y a 200, 300 travailleurs qui sont là, si tous les jours c'est du café équitable qu'ils boivent, ben, ils peuvent soutenir une communauté entière au Pérou, au Venezuela, au Mexique ou peu importe. Donc c'est par des petits gestes, changer certaines habitudes qui finalement vont vraiment contribuer à un changement beaucoup plus global. Parce qu'une fois que nous, on a pris conscience de notre pouvoir au quotidien, on réalise tout d'un coup qu'on a aussi du pouvoir à l'échelle plus globale et que si on se met tous ensemble et on demande tous l'élaboration d'un système économique plus juste, plus écologique et tout ça, il y a des changements qui peuvent se faire et c'est comme ça que les mentalités évoluent. C'est à l'échelle internationale qu'il faut allier les forces, allier les luttes pour vraiment réussir à sortir de ça et cesser que le commerce dicte
toutes les autres composantes de la société. Agir à un niveau ou à l'autre pour essayer de changer des choses parce que c'est l'avenir de l'humanité. Puis l'humanité, pas juste demain, mais l'humanité maintenant. On en voit déjà trop d'exploitation, on en voit déjà trop de malheur, de tristesse, alors que on a tout ce qu'il faut. La planète n'a jamais eu autant de connaissances qu'elle a maintenant, autant d'aptitudes techniques, de communication et tout ça pour changer les choses dans le bon sens. Puis c'est le contraire, on l'utilise plutôt pour s'appauvrir. On assiste à un appauvrissement général parce qu'il y a un appauvrissement environnemental, il y a de moins en moins d'espèces, la qualité de l'air est de moins en moins bonne, la qualité de l'eau est de moins en moins bonne. On est en train de polluer notre environnement, on est en train de se polluer nous-mêmes en fait, puis il faut que ça cesse. C'est une question de gros bon sens, puis d'humanité tout simplement. T'es d'accord avec moi? Tu trouves que c'est pas juste du tout? Non, parce que tu veux pas une société comme ça, toi. Tu veux une société plus équitable.